Bonsoir chez vous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk des vacances. On est en place et on se retrouve juste après ça. Encore une nouvelle soirée à décrypter, à débattre de ce qui fait l'actualité chez nous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va, comme de coutume, commencer par les salutations. Et ce soir, on a envie de donner une tonalité un peu coutumière, un peu traditionnelle aux salutations. Donc chacun va nous dire c'est quoi son prénom traditionnel ou dans sa langue. Bonsoir René Armstrong. Bonsoir Ayana. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors comment on vous appelle chez vous? Alors mon prénom BT, c'est Dapea. Dapea. Qu'est-ce que Voilà. ça veut dire? Inestimable. En quelques mots, ça veut dire qu'on ne peut rien m'offrir qui vaudra ma valeur. Exactement. Et Ça va être chaud pour la dot, hein. ça c'est... Ah oui, le côté oui. bablé, c'est Afri. Bon, ça c'est gentil, c'est puisque je suis née un samedi. Oui. Donc Afri, mais le côté BT, franchement. Afrique des nounous. D'accord, il n'y a pas de problème. Afrique des nounous. Monsieur Valentin Zaoui, Madame Méfiez-vous, Raina monsieur Assi. Yeo. dites-moi, comment on vous appelle chez vous? Alors, chez moi, à Papécou, mon prénom, c'est Kélia. D'accord, ça veut Ké dire en quoi? BT, c'est la lune, et donc la lune qui brille. La lune qui brille. Oui. Eh bien, dis donc, vous êtes aimé, hein? Bah, Ah là 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 là, merci beaucoup. avec grand Docteur plaisir. Yeo, Denimani? Alors vous l'aurez deviné, mon nom à Nambigeka chez moi c'est Denyimani, Absolument. qui signifie donc sous la protection de mon père. Donc vous êtes constamment sous la protection de votre Absolument. père. C'est pour ça que vous faites certaines choses sur ce plateau. Et je vais Vous faire comptez une sur autre, ça? une autre ce soir, bien sûr. Je vais saluer mes maîtres de l'université de Daloa, en Allez-y. l'occurrence le doyen de l'UFR, donc professeur Zadou Deschamps, et tous ses collaborateurs, professeur Sanogo et tous les autres. On se joint à vous pour les saluer. Gandhi Kué, Bonsoir Anna. bonsoir le grand sage. Bonsoir Comment on pour vous tous ceux appelle qui chez nous vous? Moi c'est Koueteti. Koueteti. Ouais, Koueteti. Donc vous appelez pas Gandhi Kué simplement? Non, Koueteti. Teti en fait c'est le nom BT. Koueteti. D'accord. Et Teti chez les BT c'est comme l'ange de la mort pour dire l'invulnérable. Puisque l'homme ne peut Eh, pas eh. tuer la mort. L'homme ne peut pas dompter la mort. Il n'y a que devant la mort l'homme s'arrête. Donc en fait toute tentative de pouvoir faire quelque chose à celui qui porte ce nom, c'est des tentatives vaines. D'accord, on a des âmes très très fortes sur ce plateau. Je pense que les prochaines éditions seront un peu plus denses pour moi en C'est termes aussi de l'occasion gestion. pour moi de saluer, féliciter tous les admissibles au brevet de technicien supérieur, le BTS, qui a donné aujourd'hui ses résultats, Oui. et tous ces élèves-là qui ont eu la chance d'être admissibles, à ceux qui n'ont pas pu être admis, tous mes encouragements pour pouvoir reprendre, mais en fait pour ceux qui ont eu, félicitations. Félicitations en tout cas de la part de toute l'équipe. Alban Blanc, Bonsoir, Ayana. c'est notre sapeur du plateau. Alban, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous tenir là pour qu'on voit l'accord cravate pantalon? ça, c'est- On voit un peu les couleurs Attention, du frère. Le frère nous sort des sapes ici depuis le début de cette semaine. Alban Blanc, la sapologie du plateau. Donc, au passage c'est Kwasi Bala. Kwasi Bala. Comme on demandait le prénom Oui, ethnique, mon D'accord. prénom baoulé, c'est Kwasi. d'accord. Donc, Kwasi Bala, un peu comme Joe Bala. Qu'est-ce que ça veut dire, Kwasi-Bala? Non, un peu comme Joe Bala. Un peu comme Joe Bala. Joe C'est Bala, tout, le hein. sapeur. Voici, tu es né Mais lundi, c'est ça? Oui, lundi. Je suis né lundi. Donc, je profite pour féliciter, moi également, les admissibles au BTS. J'ai ma nièce qui a eu le BTS, je l'ai vu naître. Et aujourd'hui, j'ai été très fier que très tôt le matin, elle m'a appelé pour m'annoncer qu'elle avait été admise félicitations au à BTS. la Vive félicitations en tout cas à notre nièce nationale. Elle s'appelle Grâce. Félicitations, Grâce. Une pure grâce pour sa famille en tout cas. Le tour de table est fait. On a bien compris qu'on avait sur ce plateau un sapeur, une inestimable, l'invulnérable, une lune qui brille et surtout un homme sous la protection de son père. On peut enfin démarrer notre tour de l'actualité avec le sondage. Hier, concernant le sondage, on se demandait tout simplement, êtes-vous satisfait de la qualité de fabrication du pain dans votre commune? On vous remercie car vous avez été nombreux en tout cas à réagir via la ligne ouverte, à nous dire vos communes, ce qui s'y passait. Et sur les réseaux sociaux, vous avez répondu non à 60% et à 40% oui. Donc on enregistre quand même une majorité d'insatisfaction quant à la qualité de fabrication du pain dans les communes de nos internautes. Ce soir, on parle de tabagisme. Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, faut-il surtaxer le coût du paquet de cigarettes? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire,
Le prix d'un paquet de cigarettes se situe généralement entre 745 francs et 1500 francs selon la marque et le lieu d'achat. Les grandes marques internationales comme Marlboro ou d'autres marques avoisinent ou dépassent les 800 à 1000 francs en vente habituelle. Donc, faut-il surtaxer le coût du paquet de cigarettes? René. Alors pour moi, oui, il faut surtaxer. Mais la question que je me poserais, ce serait en termes d'objectifs, en fait. Est-ce qu'on surtaxe parce que l'État veut remplir ses caisses? Auquel cas, est-ce que c'est vraiment le tabagisme qui est visé? Est-ce qu'on surtaxe pour décourager justement le consommateur vis-à-vis de ça? Je sais que depuis le 1er août, il y a une disposition de l'État qui demande à ce que tous les paquets de cigarettes soient sous emballage neutre, justement pour supprimer l'attractivité et faire en sorte que de moins en moins de personnes s'intéressent au tabac de façon générale. En même temps, ça me fait me poser une autre question. Je me pose beaucoup de questions ce soir. C'est également de savoir si l'ennemi, c'est le tabagisme. Est-ce qu'il faut se limiter uniquement au paquet de cigarettes? Sachant qu'aujourd'hui, les produits dans lesquels on retrouve du tabac sont de diverses natures. Je pense qu'on a les cigarettes électriques, un peu les chichas, un peu les vapes. Enfin, on a différents dispositifs qui rentrent aujourd'hui en termes de consommation de tabac. Donc pour moi, oui, il faut surtaxer, mais il faut savoir dans quel objectif et qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là, justement, qu'on aura eu dessus et essayer d'actionner ça. Pour moi, l'État est déjà dans une lutte active contre le tabagisme depuis des années, avec les interdictions même de fumer dans les lieux publics, et il continue comme ça. Donc c'est déjà très bien. Merci René. Valentin, votre regard sur la question? Faut-il surtaxer? J'ai envie de dire non. Je pense que déjà, précédemment, il y a quand même eu des surtaxations, je vais y arriver, au point qu'aujourd'hui, voilà, les paquets de cigarettes sont à ces prix qui sont quand même considérables quand on tient compte de notre niveau de vie. Après, je pense que ce n'est pas forcément le bon chemin, si tant est qu'on veut diminuer la consommation de la cigarette. Parce que, à la vérité, on l'a compris, c'est une addiction. Donc, celles et ceux qui fument vont continuer à fumer. Et ça s'est vu pendant la crise qu'on avait ici entre 2000 et 2010. Dans les zones CNO, voilà, il y avait de la contrebande parce qu'il n'y avait pas forcément la qualité. Donc, ce n'est pas forcément le bon chemin. Et en plus, si, je le disais en off, si l'État a permis que des sociétés fabriquent des cigarettes, c'est que c'est bon pour l'économie. Autrement, on interdirait, donc ça rapporte aussi de l'argent. La société leader, c'est plus de 200 milliards de chiffre d'affaires annuel quand même. Donc ça rapporte, c'est beaucoup d'argent. Donc je ne pense pas que ce soit ça la solution. La solution pour moi, ce serait et il y a des associations qui le font très bien. Il y a aussi le programme de lutte contre le tabagisme qui fait de très bonnes choses. C'est de sensibiliser, c'est de parler aux plus jeunes. C'est vraiment de montrer les méfaits de la consommation de la cigarette parce que, j'y reviendrai, il y a quand même beaucoup de dangers à fumer. Donc, pour moi, la surtaxation, non, ce n'est pas ça la solution. D'accord, on aura l'occasion d'en débattre. En attendant, vous pouvez également réagir à travers la ligne qui est ouverte au 27 22 54 98 50 ou 51 ou tout simplement réagir à travers nos différents réseaux sociaux. Alban, selon vous, pour ou contre la surtaxe? Je serais pour deux raisons. Deux raisons parce que, déjà, selon les chiffres de l'OMS, lorsqu'il y a une hausse de 10% de la valeur du prix de la cigarette, il y a une baisse de la consommation d'entre 4 et 8%, surtout dans les pays à faible revenu, par exemple comme les nôtres, la Côte d'Ivoire. Donc ça pourrait contribuer à réduire le taux de consommation. Mais là où je serais beaucoup plus favorable pour la surtaxe, c'est pour protéger les jeunes. Parce que la cigarette, le problème de la cigarette, c'est pas tant que c'est pas le coût. Le coût du produit, je pense qu'on a connu des périodes de crise où les gens étaient prêts à couper un bras pour s'offrir leur cigarette. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'addiction qu'on va avoir dès lors qu'on va commencer. Et donc, si le coût de la cigarette est élevé, on pourrait au moins décourager les jeunes qui n'ont pas suffisamment de moyens à commencer de façon précoce. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les écoles, les gens commencent très jeunes à fumer et puis ils emportent cette addiction-là loin dans le courant de leur vie. Donc, idéalement, je serais pour ce qu'on puisse surtasser pour ces gens-là. Mais là où je pourrais poser une réserve, c'est que justement, du moment où le produit de qualité n'est pas accessible, ça motive ou bien ça inspire tous les réseaux de contrebande. Voilà, parce que si on se retrouve avec les cigarettes
de qualité fabriqués, homologués par l'État, vendus à prix d'or, il va avoir forcément des réseaux de contrefaçons. contrebande qui vont faire des contrefaçons et puis vendre. On l'a connu à l'époque, dans les zones CNO à l'époque, quand les marques officielles qu'on connaissait n'avaient plus accès à ces zones-là, il y a eu de nouvelles marques qu'on a connues dans ces zones-là. Donc, je ne pense pas que sur ce volet-là, D'accord, ça ce puisse, soit prudent. D'accord, merci Alban. On prend l'avis de M. Kwame, notre 6e chroniqueur. Bonsoir M. Kwame. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Selon vous, faut-il surtaxer les paquets, le coût du paquet de cigarettes? Oui, je suis d'accord avec l'idée, mais je pense que ça ne va pas forcément résoudre le problème. Hein. Parce que si aujourd'hui le prix de la cigarette est élevé, mais les gens iront ailleurs pour s'en procurer. Et là, c'est les réseaux de contrebande voilà, qui vont s'enrichir. Si aujourd'hui, on a des structures qui fabriquent la cigarette de bonne qualité et que les jeunes n'arrivent pas à acheter, il y a deux solutions. Soit ils vont voler pour acheter, ou soit ils vont entrer dans les réseaux de contrebande pour pouvoir se procurer de la cigarette. Donc, forcément, ça ne va pas réduire le problème. Parce qu'aujourd'hui, même, la cigarette, c'est devenu un problème de santé publique. Mais c'est devenu un phénomène aussi au niveau de nos écoles. Aujourd'hui, quand vous partez devant les écoles, vous voyez même des jeunes enfants de 6e, de 5e, comme si c'était devenu une mode. Tout le monde est en train de fumer aujourd'hui. Donc, si on doit vraiment lutter contre ce fléau-là, oui, on peut surtaxer. Mais est-ce que ça va forcément régler le problème? Je ne le pense pas. Donc, il va falloir aussi sensibiliser nos jeunes sur les dangers de la cigarette et aussi les parents. Parce qu'un enfant qui fume, forcément, ses parents savent que l'enfant fume. Et la cigarette, l'odeur, ça ne se cache pas. Donc, il va falloir vraiment parler, on se parle pour que ce phénomène-là vraiment puisse diminuer. Sinon, notre jeunesse est en danger. Donc, voilà mon avis sur la question. Merci beaucoup pour votre avis. Un autre avis qu'on va prendre, c'est celui de M. Touré, qui nous appelle de Korogo. Bonsoir, M. Touré. Oui. Oui, allô, nous vous entendons, M. Touré. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donnez-nous votre avis sur la question. Bon, moi je pense qu'au-delà de la surtaxation du coût du paquet de cigarettes, il peut agir, mais pas de manière efficace. Parce qu'on le constate même en Europe, en France par exemple, il y a la surtaxation, mais malgré ça, les gens trouvent d'autres moyens pour contourner ces surtaxations-là par la contrebande. Donc, au-delà de ça, il faut mener encore des campagnes de sensibilisation pour montrer les dangers, les méfaits de la cigarette, du tabagisme. Donc, c'est la conjonction de toutes ces actions-là qui va nous permettre de vraiment lutter efficacement contre le tabagisme. Et il faut prendre en compte les nouveaux moyens aussi que les jeunes utilisent. On parle des puffs, des chichas. Tout ça, ce sont des nouveaux éléments que les jeunes ont intégrés. Et puis, il faut que des modèles sensibilisent. Parce qu'on voit des grands artistes, des grands stars qui fument pendant les concerts. Et les jeunes voient assister à ces concerts-là, ils s'identifient à ces personnes. Et quand ils fument, ils pensent qu'ils font comme les stars alors qu'ils sont en train de détruire leur santé. Donc, il faut une conjonction d'actions pour vraiment lutter. La surtaxation, oui, mais pas seulement. D'accord. Merci beaucoup, M. Touré. Merci. Docteur Yeo, quel est votre regard sur cette question? Faut-il surtaxer, c'est ça? C'est ça, du paquet de cigarettes. Du paquet de cigarettes. Je pense que de tous les leviers donc, de lutte contre le tabagisme, il y a forcément la possibilité de réduire l'accessibilité ou donc de faire en sorte que effectivement le prix soit réduit à la hausse. Donc s'il y a une surtaxation, naturellement, ça peut effectivement avoir un impact sur le prix. Moi, je le dis peut-être pour les plus jeunes. Alors, si très jeune, le prix est tel qu'il se rend compte qu'il n'a pas tout de suite les moyens de pouvoir se procurer effectivement une cigarette, ça peut effectivement limiter peut-être la consommation pour les nouveaux fumeurs. Mais pour quelqu'un qui est déjà, comme qui est déjà addict, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Et on a pu le voir pendant la crise en Côte d'Ivoire où il y a eu des réseaux parallèles qui se sont développés autour. Donc, ce n'est pas qu'une mesure fiscale, c'est aussi, disons, la lutte, c'est aussi une question sanitaire, une question sociale, j'ai même envie de dire une question générationnelle pour les plus jeunes. Et c'est pour eux que j'ai envie de parler. Donc oui, ça peut régler le problème, mais il faut le faire aussi dans une certaine mesure
pour ne pas qu'au même moment, en voulant résoudre un problème, On en crée un autre. Donc d'autres problèmes parallèles. Donc voilà un peu D'accord. mon avis sur la question. D'accord, merci Dr Yeo. Monsieur Dambélé nous appelle d'Abobo. Bonsoir Monsieur Dambélé. Bonsoir madame. Quel est votre avis sur la question? Bon, déjà, mon avis est que le prix élevé peut peut-être réduire la consommation, particulièrement pour les jeunes D'accord. personnes à faire devenir. Mais ça ne peut pas, on va dire, réduire de façon considérable le constituant de tout. Peu importe le prix, il y a comment acheter. Je crois qu'à un moment donné, il y avait une tige à 100 francs, mais c'est ça. Les gens fumaient. Moi, je pense que c'est peut-être une solution, mais ce n'est pas vraiment la solution. Et puis aussi, ça ne suffit pas aussi pour pouvoir, on va dire, lutter pour ça. D'accord. Ça n'est pas pouvoir mettre des mécanismes en place qui vont peut-être réduire considérablement D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dambélé, pour votre intervention. Gandhi, quel est votre avis sur cette question? Faut-il surtaxer ces paquets de cigarettes? Moi, je suis entièrement d'accord avec la surtaxe. Si la surtaxe est un moyen véritable pour dissuader la population la plus vulnérable, qui est la jeunesse, afin de pouvoir endiguer ce mal-là, je suis vraiment partant. Mais l'idée derrière, en fait, la surtaxe, c'est que est-ce que l'État pourra en fait rentrer dans les fonds par rapport à la fiscalité? Parce que quelqu'un l'a dit, il y a des consommateurs, il y a aussi des fabricants, et tout ça, c'est de l'emploi que ça génère. Donc vous voyez, aujourd'hui, si on doit surtaxer, les conséquences avec ce que ça peut pouvoir donner, on peut pouvoir aboutir à la suppression même de l'entreprise. Et là, c'est des chômeurs que nous allons en fait créer. Donc, mais dans tous les cas, que ça soit que ça a des conséquences négatives sur la fiscalité humaine par rapport aux entreprises, par rapport au chômage, je salue vraiment en fait la décision du fait que la surtaxe puisse par exemple dissuader en fait les jeunes ou toute consommation en fait de la cigarette. Et parlant de la cigarette, je veux dire dans tout ce qui est grand groupe où on parle de fumée, que ce soit chicha, certains l'ont dit tout à l'heure, voilà, même que ce soit la cigarette électronique. Parce que la jeunesse, en fait, c'est la frange la plus vulnérable parmi les tranches d'âge. Et déjà, à partir de cet âge, quand on n'est pas consommateur, c'est pas très souvent, c'est vrai qu'à un certain âge, à l'âge adulte, certains deviennent des consommateurs. Mais je pense que les chiffres en fait sont un peu plus en fait, réduits. Donc je salue vraiment cette initiative. C'est vrai, certains l'ont dit, c'est pas vraiment efficace, mais si cela doit contribuer à faire chuter le taux de tous ceux qui sont des consommateurs, parce que c'est un problème de santé publique, je pense que je suis vraiment partant pour cette décision. D'accord, ok. On a l'appel de M. Ouattara qui nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, M. Ouattara. Oui, bonsoir, madame. Enfin. Allez-y, exprimez-vous. Mon avis, je suis favorable à la surtaxation. D'accord. Mais on doit aussi voir le côté où trouver la cigarette aujourd'hui en Côte d'Ivoire est vraiment facile. C'est-à-dire, tout jeune peut se procurer la cigarette. Tu as l'impression que dans tout lieu, on vend. Je prends par exemple le secteur, les écoles par exemple. Parfois, il y a des petits bistrots à côté, des petits maquis et tout ça. Et tous ces lieux-là sont des lieux de vente de cigarettes. Donc vraiment, si on pouvait encadrer et encore répertorier sur les lieux de vente de la cigarette, ça pourrait aider aussi, en plus de la surtaxation. D'accord. Voilà, donc merci beaucoup pour cette intervention. Alban, on l'entend dans ces différentes interventions et même dans les vôtres, on entend que c'est vraiment la conjonction de ces différentes actions qui vont permettre de baisser radicalement ce phénomène. Quelques arguments sur cette surtaxation. L'OMS, selon les chiffres dont l'organisation dispose, confirme qu'une hausse des prix va réduire directement les ventes puisque ça va inciter certains fumeurs ou décourager en tout cas les jeunes, inciter certains fumeurs à diminuer leur consommation. C'est un plus pour les recettes de l'État, mais de même, on a quand même cet aspect où on se dit que l'effet limité seul, c'est-à-dire que juste cette surtaxation-là, toute seule, ne contribue pas en réalité à éradiquer le phénomène des fumeurs. Comment vous lisez cela? Oui, mais c'est une réalité. Je pense que l'industrie du tabac est l'une des industries qui a la peau dure. Je me souviens, pour moi qui ai vécu dans la zone CNO pendant la crise, si mes souvenirs sont bons, je pense que l'une des seules entreprises qui ont pu
continué de fonctionner malgré la crise à Boaké, je pourrais me tromper, mais c'était la CITAB. C'est-à-dire que la seule entreprise qui était restée fonctionnelle à Boaké, malgré la crise, c'était l'entreprise de fabrication de cigarettes. Donc, c'est une industrie qui a la peau dure. Même avec les surtaxes, ça ne va pas forcément réduire, ça c'est pour répondre un peu à ce que Gandhi disait, ça ne va pas contribuer à réduire leur rentabilité. On l'a connu à l'époque. Je me souviens que quand nous étions plus jeunes, toutes les activités de jeunesse étaient sponsorisées par les marques de cigarettes. Quand les ONG ont poussé jusqu'à ce que les États décident d'interdire aux sociétés de tabac de sponsoriser des activités de jeunes et même de faire de la publicité, ça n'a pas pour autant fait chuter ces entreprises-là. Elles n'ont pas fermé boutique. Je pense que peut-être certains ont pu progresser. Bon, je pense qu'il faudrait plutôt que l'action, les réflexions puissent se porter vers la préservation de la jeunesse. Je pense que comme ça, on pourrait être efficace. Il y a une étude aux États-Unis qui a porté, par exemple, sur plus de 246 000 jeunes adolescents. On a pu constater que 74,9% des adolescents qui avaient déjà consommé la cigarette ont fini plus tard par consommer le cannabis. Donc, ça veut dire que 74% des jeunes qui fument la cigarette sont potentiellement des prochains drogués. Donc, c'est un autre phénomène encore qu'on pourrait enrayer en les stoppant très tôt dans leur volonté de consommer la cigarette. Donc, il faudrait que toutes les initiatives convergent vers l'intention de préserver la jeunesse, d'avorter toute intention de goûter à la cigarette. D'accord. Valentin, avec vous, ce que j'aimerais quand même analyser, c'est on voit d'autres pays qui ont utilisé la méthode de la surtaxation, la méthode du paquet neutre, également la méthode des images dissuasives, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas énormément de fumeurs dans ces pays-là. On a même l'impression que l'interdit attire quelque part. Comment on explique ce phénomène et est-ce qu'on devrait s'attendre à ça pour la Côte d'Ivoire? Oui, mais c'est connu, hein. L'interdit attire. Vous faites bien de le dire comme ça. Plus c'est interdit, plus on est curieux d'aller découvrir. En fait, il y a nos environnements, il y a nos réalités. Et c'est clair que si on veut protéger les jeunes, la surtaxation, comme dirait quelqu'un, est une mauvaise solution pour un vrai problème. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. Quels sont les environnements de nos écoles? Aujourd'hui, nos écoles, vous avez les bistrots à juste 150 cm. Il n'y a aucune protection de nos jeunes. À peine ils sortent de l'école, parfois même au sein même de l'école, déjà, on peut se procurer de la cigarette. Donc, mais il n'y a pas que la cigarette, justement. On sait très bien aujourd'hui comment la drogue est versée dans la ville, comme dirait quelqu'un trivialement. Donc, la surtaxation, c'est pourquoi je disais à l'entame que je n'étais pas forcément pour, parce que si tant est qu'on veut protéger les jeunes, on doit mieux faire. Il faut être plutôt... Ça va donc convoquer l'éducation, donc déjà dans la cellule familiale, de faire comprendre aux enfants, aux jeunes, les dangers qu'on court au niveau médical. Parce que la nicotine, dès l'instant où on y touche, déjà, c'est l'addiction, c'est ce qui provoque l'addiction. Mais il y a aussi le goudron, il y a du benzène, c'est plus de 4000 substances chimiques dans une cigarette, dont 70 cancérigènes. Rien que ça. Moi, j'invite nos jeunes à aller sur Google, à faire quelques recherches. Quand ils verront les maladies auxquelles on est exposé quand on touche à la cigarette, je pense que ça pourrait aussi les dissuader à faire le pas. D'accord. Docteur Yeo, quand on sait cette lutte qui est lancée en Côte d'Ivoire contre le chômage et qu'on sait que ce sont des entreprises de fabrication qui emploient aussi des Ivoiriens quelque part pour un bon nombre, est-ce qu'on pourrait quand même considérer l'argument selon lequel effectuer une surtaxation ou bien limiter ses consommations de cigarettes pourrait créer une forme de chômage également? Je ne pense pas. Alors, dans l'économie libérale qui est la nôtre, les entreprises ont toujours cette possibilité, lorsqu'elles ont de plus en plus de contraintes, donc de maximiser sur le prix donc, de vente de leurs produits pour pouvoir effectivement maintenir une marge donc, de bénéfice. Et c'est là aussi tout le sens de notre propos. On estime que s'il y a surtaxation, naturellement, cela aura à l'arrivée une influence sur le coût de la cigarette et donc cela aura valeur à dissuader les plus jeunes donc, de consommer la cigarette. Et cela est d'autant plus pertinent que même quand on prend l'exemple de la crise en Côte d'Ivoire, ceux qui consommaient un paquet de cigarettes par jour, naturellement, ils ont diminué leur consommation puisqu'ils étaient obligés par moment de se mettre à deux pour pouvoir s'offrir un paquet. Et toute la journée, pour quelqu'un qui fumait un paquet, souvent toute la journée, il n'avait droit qu'à
tige de cigarette. Donc oui, une mesure de surtaxation peut effectivement avoir une influence sur le prix et puis donc à l'arrivée dissuader sans pour autant donc conduire à des pertes d'emploi. Et l'autre élément, non, je ne suis pas d'accord que dans nos écoles, on vend la cigarette. Non. Aux alentours, dit-il. Voilà, non, mais j'ai entendu dans nos écoles. Voilà, aux alentours, oui, c'est possible. Mais aujourd'hui, avec les éducateurs, les inspecteurs d'éducation, d'orientation, il peut y avoir des filières clandestines, peut-être. Mais dire qu'on le fait, c'est comme si effectivement, devant tout le monde, on permettait que ce soit fait. Non. Je ne crois pas. Donc ça, je prends avec beaucoup de pincettes, d'accord. Voilà. Mais il avait bien dit aux alentours. Hein, non, il a même dans nos écoles. Mais très rapidement. Bien entendu, que si à l'intérieur de l'école, ça ne sera pas officiellement. Bien sûr. Mais que ça existe officieusement. Bien sûr. Oui, on a aussi l'avis de M. Kouassi qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Kouassi. Oui, bonsoir. Exprimez-vous, allez-y. Alors, pour moi, diminuer le prix, pas augmenter aussi. Vous voyez, la loi n'est pas véritablement appliquée. C'est vrai qu'on fait des actions pour interdire, on dit pas finir dans les livres. Et on voit que tout le monde, dans la rue, les bars sont en bordure de route, les gens fument, personne ne passe. Donc, il faudrait qu'on attend quelqu'un qui est en train de fumer, en train de. Voilà, il va s'appliquer. Si la loi s'applique pas 2, pas 3 fois sur personne, on bien que les gens vont tirer les conséquences. Mais si on ne fait rien, la loi est là, on n'applique pas, voilà, ce qu'ils veulent pas le faire d'augmenter. Même si on augmente le prix, on trouve l'argent. Voilà. D'accord. Donc, pas le fait d'augmenter le prix. D'accord. On a bien compris hein, qu'il ne s'agit pas juste de surtaxer. René, votre intervention. Pour moi, je pense qu'on néglige quand même à quel point le coût d'un produit travaille sur son attractivité. Quand un produit est moins cher naturellement, on peut l'avoir plus facilement. Son accessibilité financière va créer une surconsommation, sinon une grande consommation. Et penser que la surtaxe ne va rien changer, pour moi, ce n'est pas juste. Pour la simple et bonne raison que même sur les consommations alimentaires dont on a besoin, il y a des gens aujourd'hui qui ont réduit leurs courses du marché, alors que manger, c'est essentiel. Donc le fait d'augmenter le prix va forcément avoir un impact, n'est-ce pas? S'il faut aller chercher dans les caisses des producteurs de tabac, je pense que ce n'est pas forcément la bonne ligne. Tout à l'heure, Alban parlait de la rentabilité de ces entreprises-là. On est dans une économie libérale, comment est-ce qu'ils rentabilisent ou pas? Je pense que là, le sujet, c'est vraiment de s'attaquer à des pans précis. Par exemple, la jeunesse. Ça, par contre, que quelqu'un de très jeune ait accès au tabac, par le fait qu'on en trouve même dans les boutiques, pour moi, peut-être que c'est problématique. Il faudrait peut-être penser maintenant à avoir des bureaux à tabac, comme c'est le cas dans certains pays. Hein. On ne trouvera pas de tabac dans les commerces normaux. Il faut aller dans un bureau à tabac, remplir certaines conditions. Sinon, tu n'auras pas accès à une cigarette. Une des conditions étant, bien sûr, la majorité. Et là encore, ça pose un frais. Mais pour moi, aujourd'hui, la question est vraiment de savoir, quand on surtaxe, quel est l'objectif à terme? Parce qu'on peut surtaxer juste pour faire renflouer les caisses, en fait. Et si c'est pour gagner de l'argent, bien sûr, que les gens consomment davantage ou pas, peu importe, vu qu'on gagne de l'argent. L'objectif est atteint. Exactement. Par contre, si l'objectif, c'est la lutte contre le tabagisme, c'est de savoir comment est-ce que ces sous-là sont Il faut des mesures d'accompagnement. Exactement. Donc, pour moi, il y a ce point-là, il ne faut surtout pas négliger le fait qu'augmenter les prix va avoir un impact sur la consommation, surtout pour les plus jeunes. Acheter un paquet de cigarettes à 2000 francs au lieu de 600, 700 il y a quelques temps, je vous assure qu'on sent la différence dans les poches, surtout pour des jeunes adolescents et des personnes beaucoup plus jeunes. Donc pour moi, c'est important qu'on y tienne. D'accord. En tout cas, ce que nous, on peut dire, hein, c'est sensibiliser quand même contre la consommation de tabac qui nuit gravement à la santé. Vous le voyez écrit sur les paquets de cigarettes. Et on attend de voir justement comment évolueront les chiffres suite à la surtaxation. En attendant, on observe une courte pause publicitaire et puis on se retrouve juste après. On est toujours en place. Inès Monet nous a rejoint pour continuer la discussion. Bonsoir Inès. Bonsoir Ayana. Maintenant que vous êtes là, on peut continuer. Vous ne nous avez pas dit votre prénom traditionnel. Chibrou. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, c'est le nom de ma tante. Donc faites vos recherches et demain vous allez nous spécifier ça. Rayana, vous me permettez, j'aimerais profiter de l'antenne pour souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Monet. Donc c'est le président des jeunes de Montézo à qui je souhaite tout le bonheur. C'est un jeune très dynamique, très intelligent
et qui apporte beaucoup à la jeunesse de Montezot. C'est pour moi un moment de lui rendre un grand hommage. Joyeux anniversaire, Président. C'était l'intervention de Inès de Montezot. Et juste après ça, on continue notre tour de l'actualité avec le chiffre du jour. On a les résultats du BTS 2026. On enregistre 42,48% de taux d'admissibilité nationale contre 40,25% en 2025. Comment vous observez cela, Gandhi? Comme je l'ai dit à l'entame de cette Mission. émission, je voudrais d'abord féliciter en fait, tous ceux qui ont eu la chance d'être admissibles et féliciter aussi le directeur Kone Djama pour sa conférence. Il faut déjà applaudir les chiffres parce que je pense que quand on veut faire des comparaisons par rapport à l'année dernière, nous sommes en hausse de 2 points. Donc je pense que c'est déjà à saluer. On était à 40,48 et cette année, nous sommes montés à plus de 2 chiffres. Je pense que c'est déjà bon. Mais là, la question aujourd'hui qui se pose pour le BTS, c'est de savoir la qualité de la formation, en fait, d'être conforme au monde de l'emploi. C'est vrai, on l'a dit tout le temps, c'est bien bon d'avoir le BTS et après, bon, on a comme un diplôme qu'on a en fait dans le cartable qui ne sert à rien. Mais je pense que l'idée aujourd'hui, c'est bien bon d'être admissible, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ce diplôme-là sur le marché de l'emploi? Je pense que c'est à cette problématique-là qu'aujourd'hui, il faut pouvoir répondre pour les années à venir. Déjà, je sais qu'au niveau de l'autorité, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut pouvoir supprimer, pour pouvoir diminuer en fait, tous ces BTS-là qui foisonnent en fait, nos écoles, de telle sorte que sur le marché de l'emploi, ça soit un peu plus rentable et en fait, plus productif. Donc déjà, pour ce que je vois, depuis l'arrivée du ministre, le professeur Adama Diawara, je pense que depuis 2024, si les chiffres sont bons, le BTS en fait, va vraiment en évolution et c'est déjà très bon. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Et je crois que les années à venir, avec tout ce qu'on voit, ce serait vraiment prometteur. Mais cette année, il y a une innovation qu'il faut saluer aussi au niveau du BTS. On a eu ce qu'on appelle le call center. Il y a eu des numéros de telle sorte que tout ce qui est fraude, tout ce qui est anormal au niveau des compositions a été dénoncé. Et ça, c'est vraiment salutaire parce que c'était l'innovation de cette année. Au BTS, on a mis des numéros call center de telle sorte que quand vous constatez des anomalies, quand vous constatez des cas de fraude, vous êtes appelé à pouvoir le dénoncer de façon anonyme. Et ça, c'est à l'actif du ministère de l'Enseignement supérieur que je tiens une fois de plus à saluer. D'accord, j'aimerais revenir sur un point que vous évoquiez, donner quelques chiffres qu'on va ensemble analyser sur l'évolution des résultats du BTS depuis 2020. En 2020, on était à 52,30%. En 2021, on a chuté à 47% environ. En 2022, on passe à 46%. En 2023, chute également à 40%. Et en 2024, on se retrouve à 38% environ. Et c'est en 2025 seulement qu'on commence à remonter la pente en enregistrant 40%. Et puis en 2026, on continue de remonter cette pente avec des résultats qui aussi autour de 42%, notamment 42,48%. Comment vous observez cette évolution, Dr Yeo? Alors d'emblée, c'est de féliciter tous nos jeunes frères qui donc, sont admissibles au brevet de technicien supérieur. C'est toujours bon, un nouveau donc, diplôme dans son parcours. Et pour moi, ce n'est pas tant le chiffre le plus important. On a vu que ces dernières années, la courbe n'a pas été stable, donc il y a eu des moments de chute. Le plus important, est-ce que les réformes donc, engagées au niveau du ministère ont de l'effet? Même si c'est, je sais pas, si c'est 30% et qu'à l'arrivée, on a des techniciens de qualité qui peuvent effectivement répondre à nos besoins de développement, je pense que c'est ça l'enjeu. Et le ministre, comme mon grand frère Kui l'a rappelé, au premier semestre de cette année, par exemple, il y a eu des réflexions sur la réforme donc, du BTS. Et le directeur de cabinet qui était donc à l'ouverture des travaux a dit quelque chose qui a retenu mon attention. La finalité, c'est d'avoir donc des diplômés compétents, opérationnels et donc employables directement. Donc oui, si on se met dans cette démarche et que l'offre de formation est telle que on parvient effectivement à travailler sur ces leviers pour qu'à l'arrivée, que ce soit 30%, 40%, ceux qui sortent, ils puissent pouvoir répondre aux besoins donc, du marché et ils puissent avoir la technicité qui va avec. Je pense qu'on aura donc réglé un problème assez important. Et donc, pour les années à venir, au-delà des 42%, l'un des éléments qu'on va apprécier, c'est aussi, en termes d'indicateurs, c'est aussi comment ces personnes-là vont pouvoir, on va dire, s'insérer dans le marché donc, du travail. Je profite pour féliciter le directeur qui est un aîné, M. Kone Mori
Abdel Djama. Donc voilà, je le félicite pour les efforts aussi depuis qu'il a la tête donc, de cette direction. Donc voilà déjà ce que je pourrais dire sur la question. Merci, Dr Yeo. Inès, votre regard sur cette évolution? Eh bien, comme Yeo l'a dit, c'est déjà de féliciter nos jeunes frères qui sont admissibles pour le BTS. Et puis, il y a une deuxième étape aussi qu'il va falloir valider, notamment trouver un stage pendant 3 mois, faire un rapport et puis donc passer donc, à la soutenance. Et je pense que là aussi, ça reste un peu compliqué pour certains. Il faut juste prendre les chiffres. Dans l'année, en moyenne, malgré qu'on a 2 vagues de soutenance, en moyenne, c'est que 15 000 personnes qui soutiennent. Là où, par exemple, aujourd'hui, on a 22 000 qui ont validé. Donc, ça veut dire que les gens ont du mal à trouver véritablement des stages après donc, avoir été admissibles à ce diplôme pour pouvoir véritablement valider leur diplôme. Donc, les moyens, globalement, ce sont les établissements où ils fréquentent qui les accompagnent à trouver des stages et très souvent qui ne sont pas rémunérés. Je pense que c'est un point aussi qu'il faut avoir parce que certes, on leur donne, je vais dire, la théorie, bon, parfois la pratique à l'école, mais ça reste que ça soit très théorique pour eux. Donc, les stages viennent appuyer cela. Et ce que moi, je pourrais recommander, notamment à ce sujet-là, c'est qu'il faut voir un peu le système français. Le système français, on a 2 années de BTS également. La première année, bon, on est en salle de classe, mais la deuxième année, c'est faire en alternance. Et les gens, ils ont pratiquement 8 à 16 semaines où ils font en fait de la pratique, où ils doivent faire des stages pour venir valider cela. Donc, plus besoin d'attendre à la fin de l'année, donc après avoir été admissible, pour aller faire 3 mois de stage pour valider. Mais vous faites les mois de stage pendant que vous êtes donc, dans l'année scolaire. Donc, c'est beaucoup plus facile et on a des gens qui sont beaucoup plus aptes en fait, à travailler directement lorsqu'ils sortent. Donc, voilà un système qu'on pourrait employer. Yeo aussi l'a dit. C'est un système qui est utilisé par certaines écoles françaises, c'est bien ça? Oui, globalement. Yeo aussi l'a dit, en début d'année, le ministère a organisé donc, une formation à Bassam où ils se sont réunis pour travailler un peu sur les 34 filières, notamment du BTS, qui est donc d'apporter des réformes d'amélioration. Donc, bon, d'ici là, on n'a pas encore eu donc, le calendrier de mise en œuvre. Je pense que ça va commencer pour la nouvelle année. On va voir un peu pour voir si ça améliore concrètement et surtout si on a des techniciens beaucoup plus aptes et beaucoup plus, je veux dire, adaptés au marché de l'emploi. D'accord. Valentin, votre regard sur cette évolution, sur ce résultat? Premièrement, c'est comme on fait les autres, c'est de féliciter les heureux élus de cette année, 42,48 taux de réussite. Comme l'avait aussi rappelé, quand on observe bien, c'est des statistiques en montagne russe. Donc il y a eu des années où c'était très bon, il y en a eu où c'était moins bon. Oui, je pense que les statistiques nous renseignent aussi sur la qualité de la formation qui est donnée. Je pense que depuis quelques années, il y a le patronat en relation avec les autorités, avec les acteurs aussi du secteur qui essaient de travailler sur les curricula pour que les formations qui sont données répondent aux attentes effectivement du monde de l'emploi, mais aussi pour que les enfants qui sont, enfin les techniciens supérieurs, parce que c'est un brevet technique supérieur, soient compétitifs. Parce que je le disais la dernière fois, quand on a un enfant qu'on veut qu'il apprenne un métier, on l'inscrit dans une grande école. Donc quand j'ai fait un BTS comptabilité, informatique, à la sortie de l'école, logiquement, je suis opérationnel. Absolument. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate. Et moi qui ai été une dizaine d'années directeur des ressources humaines dans une entreprise, ces enfants, vous les recevez, il y a beaucoup de théories. Je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'indigence et ce serait bien que la réflexion continue à être menée pour que la qualité soit redonnée. Parce que c'est bien d'avoir des jeunes qui ont un BTS et puis sur le terrain, quand ils arrivent, ils ne sont pas capables de faire des choses. Inès fait bien de partager cette expérience française, mais en fait qui est une invention des Allemands, la formation en alternance, effectivement, qui permet à un jeune, déjà pendant qu'il est en train de former, d'être en entreprise. Bon, là-bas, ils ont les moyens aussi pour donner une prime assez conséquente. Bon, chez nous, on n'y est pas encore. Mais ce serait bien qu'on réfléchisse à ça pour que, en fin de parcours, nos jeunes qui font un BTS, quand ils sortent du circuit, effectivement, soient des personnes qui soient capables d'avoir des compétences. Parce que comme j'aime à le rappeler, en ressources humaines, ce n'est pas un diplôme qu'on recrute, ce sont des compétences. Absolument. Et le diplôme, dans le meilleur des cas, c'est juste une présomption de compétences. Et c'est au nom de cela que quand on vous recrute, là, on vous met une période d'essai. En fonction de votre catégorie, ça peut être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, voire 6 pour les cadres, parce que ça permet à l'employeur de s'assurer que vous avez effectivement les compétences recherchées et aussi aux salariés de s'assurer qu'effectivement les conditions
que je souhaitais pour travailler, je les ai ici. Donc voilà, ça permet aux deux parties aussi d'apprécier. Donc il faut vraiment qu'on continue de mener la réflexion pour que le BTS chez nous retrouve une qualité. Soit en adéquation avec les compétences qui vont avec. Exactement, il y a un grand besoin. Et sur cette forme d'inadéquation qu'il soulève de son expérience, quand on regarde, quand on observe que depuis 2020, on n'a pas passé la barre des 50%, est-ce qu'on peut dire que le BTS est un diplôme quand même assez sélectif ici, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui nous empêchent de passer cette barre de 50% depuis plus de 6 ans? Bon, je pense que les chiffres, on peut les apprécier diversement, parce que je pense que depuis 2020, on a dépassé la barre de 50% avec 52,30%. Mais depuis lors, il y a eu une chute qui était très, très, très prononcée en 2024 où nous sommes descendus en dessous de 40%. Mais je pense que ce n'est pas forcément des chiffres qui illustrent forcément de la qualité ou de la sélectivité des choses. Il y a peut-être même l'attractivité même du diplôme. On voit par exemple qu'il y a environ plus de 4000 étudiants qui n'ont pas participé au concours, aux examens, ils ne sont pas venus. Donc peut-être que c'est un décrochage. Il y a beaucoup d'aspects qu'on peut mettre dans le lot pour pouvoir juger de l'évolution de ces chiffres. Et je voudrais l'aborder un peu dans le sens de M. Zawi. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, autant je suis heureux des résultats que nous avons, d'autant plus que j'ai ma nièce qui est parmi les admissibles. Toujours est-il que, malheureusement, depuis que ce diplôme existe, il y a quelque chose qui est devenu comme l'identité de ce diplôme-là, c'est que malheureusement, ça ne débouche pas forcément sur un emploi. Pour les salariés, pour les diplômés, pour les étudiants, c'est une frustration. Alors que pour les entrepreneurs comme nous, ou bien pour les entreprises qui recrutent, c'est une réalité qui malheureusement... je vous donne un exemple. Alors pourquoi? Le BTS a perdu de sa crédibilité, non, ou bien pas de la on est vraiment sur crédibilité. l'inadéquation avec les compétences? C'est moins coté quand même, je pense. Je vous donne un exemple. Ne serait-ce que dans la formulation même des formations. Prenons RHCOM, ressources humaines et communication. Ça va être 2 disciplines, c'est-à-dire qu'on a 2 ans pour faire de ces étudiants des professionnels de la communication et de la gestion des ressources humaines. Qui sont pourtant des disciplines à part entière, qui nécessitent des années... Ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. Donc, ça dit qu'ils sortent de cette filière-là, ils ne sont ni communicants, ni RH. Donc, ils sortent, s'ils n'ont pas continué avec une licence, ce diplôme-là, à la réalité, ça ne peut pas leur permettre... Donc, voilà. C'est pareil, par exemple, pour le BTS, par exemple, en informatique. Nous avons une filière qui est censée faire de ces titulaires de diplômes des techniciens supérieurs en informatique. On a près d'une quinzaine comment on appelle ça, de matières qu'ils doivent étudier. On va de la comptabilité à l'économie, etc. On a de petites heures qui sont consacrées au métier même d'informatique, spécifique au domaine. Donc finalement, on a des gens qui sortent, par exemple, avec un diplôme en informatique, mais qui sont peut-être mieux en comptabilité, parce qu'ils se sont concentrés là-dessus pour avoir leur diplôme. Donc aujourd'hui, je pense que autant on félicite le ministère pour ces chiffres qu'on affiche aujourd'hui, autant il serait bien qu'on puisse travailler avec le secteur privé et surtout les praticiens. Parce qu'après, il ne faut pas non plus réunir que les patrons du patronat pour réfléchir au débouché des différentes formations. Il faut penser les formations avec les praticiens. Moi, je vous donne un exemple pour terminer. Quand on faisait le BTS en informatique, c'est en entreprise, lors d'un entretien d'embauche, que j'ai découvert qu'en réalité, en entreprise, on n'utilisait absolument pas ce qu'on étudiait et que c'était quelque chose de différent. C'est dans la salle de recrutement que j'ai découvert les frameworks. Alors qu'à l'école, on ne faisait que du HTML, du langage Pascal, des choses qui ne sont pratiquement pas utilisées en entreprise. D'accord. Donc, ce déphasage-là, malheureusement, c'est ce qui pourrait aussi décourager les étudiants. Quand on a pu le voir, certains n'ont pas répondu à l'appel lors de la composition. D'accord. On part très rapidement à Daloa avec l'intervention de M. Koudou pour clore le sujet. Bonsoir, M. Koudou. Oui, bonsoir, madame. Quelle est votre observation sur le sujet? Voilà, je disais que voilà, le BTS a un diplôme vraiment, excusez-moi, un peu factif. Il ne sert à rien. Quand les recruteurs savent que c'est le BTS, ils sont dubitatifs. Parce qu'en réalité, la formation est dit, on étudie plusieurs disciplines à la fois,
il n'y a pas de perfectionnement. Donc, c'est-à-dire, c'est un diplôme, voilà, qui n'a plus aucune valeur, simplement. Et c'est ce qui justifie qu'il y a un désamour total pour le bien, que ça soit de la part des jeunes, de la part des recruteurs. Tous les diplômes, je ne sais pas, raison d'exister, je ne sais pas pourquoi ça existe encore. Si on fait une réforme, au-delà de tous les effets d'annonce que depuis quelques années qui ne vont rien donner en réalité, on a dit simplement le diplôme et on le transforme tout simplement. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord. Je pense que ça va avec les interventions que vous avez pu avoir sur, en tout cas, l'inadéquation entre la théorie et les compétences qu'on trouve sur le marché, et également la nécessité, en tout cas, de corser la qualité de ce diplôme. On n'a malheureusement pas le temps de continuer sur ce sujet. On va très rapidement emboîter le pas avec la vidéo du jour. Alors, pour la vidéo du jour, c'est une réaction qu'on a pu voir concernant le sujet qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire, l'orpaillage illégal. Et cette réaction, c'est celle du président du COJEP, Charles Blé Goudé, qui a alerté sur l'ampleur de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, qu'il considère comme une menace pour l'environnement, pour l'économie, pour la santé et pour les générations futures. Il a proposé, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 20 août, au siège du parti, la création d'un ministère dédié à la lutte contre l'orpaillage clandestin. Il appelle également au démantèlement des réseaux qui financent et organisent cette activité. On regarde ensemble. L'orpaillage illégal n'est plus une simple activité marginale de survie. Il constitue désormais une atteinte multidimensionnelle aux intérêts fondamentaux de la Côte d'Ivoire. C'est une atteinte à notre territoire. C'est une atteinte à nos ressources naturelles, à notre économie, à notre sécurité, à la santé de nos populations et à l'avenir des générations futures. Quelles sont vos réactions sur les propos tenus par Charles Blé Goudé, sa proposition et également sa recommandation pour de créer un ministère dédié à la lutte contre ce fléau, Valentin? Mais c'est bien d'entendre un acteur politique prendre la parole, n'est-ce pas, relativement à ce sujet dont on a parlé en long et en large sur notre plateau. Pour la forme, je pense que c'est une très bonne chose. Et je réalise qu'il y a un point que j'avais voulu aborder par rapport à ce sujet que je n'ai pas abordé. Et M. Blé Goudé m'en donne l'occasion. On a une crise forte, on a d'autres députés. Et sauf erreur, on ne les a pas entendus. Même pas demandé une enquête parlementaire. Enfin, parfois, je me demande bien à quoi nous servent nos députés, en fait. Députés, ça veut dire envoyés, en fait. On ne les entend pas assez, vous voulez dire? Mais sur le sujet, effectivement, on ne les entend pas. On les entend pas. Depuis qu'on parle d'orpaillage illégal, on ne les entend pas. C'est les populations qui souffrent. C'est une institution importante. Nous sommes dans une démocratie représentative. On a voté pour eux, c'est pour nous défendre, c'est pour défendre les intérêts des populations. Et ce serait bien dans ce pays que sur des sujets majeurs, des préoccupations de ce genre, voilà, nos députés, là, on puisse les sentir, comme diraient les jeunes. Donc oui, ça c'est... Donc quand on entend un acteur politique prendre la parole sur le sujet, pour la forme, c'est bien. Maintenant, sur le fond, il a dit une chose, et moi qui me parle aussi, parce que dernièrement, j'ai écouté certains responsables, certaines autorités, et on est tous responsables. Ah non, on n'est pas tous responsables. Ah non, je suis désolé. Moi, je ne suis pas responsable de l'orpaillage illégal. Je ne me reconnais pas, non, mais il faut dire les choses. On est tous victimes, mais pas tous responsables. Et j'aime bien ce qu'il a dit. Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour faire leur travail. Et dans ce pays, on aime bien les honneurs, mais avant de recevoir les honneurs, il faut faire le travail pour lequel on est payé par l'argent du contribuable. Et je pense qu'il fait bien de le souligner. Après, c'est un homme politique qui parle. Et moi, sa proposition d'un ministère dédié à la lutte contre l'orpaillage, je l'entends. Je pense qu'il le dit pour mettre en relief la délicatesse de la situation. Mais pour le coup, je ne pense pas qu'on ait forcément besoin d'un ministère spécialement pour lutter contre l'orpaillage, d'autant qu'on a déjà assez de ministères, on a près d'une quarantaine, sauf erreur. Et il avait également dénoncé il y a quelques temps, justement, le fait qu'on ait beaucoup de ministères. Vous faites bien de l'observer. C'est aussi mon point de vue et j'étais d'accord avec ça
à l'époque, le président Ouattara dans l'opposition qui estimait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, avec 20 ministères maximum, le pays peut être géré. On est bien loin de ce propos-là. Donc, on a dit assez des ministères. On a un ministère de l'Environnement. Je pense que si on leur donne les moyens, il peut faire le travail. Et la dernière fois, le professeur Bernard Yapo nous a dit qu'il y avait 19 ministères qui étaient concernés par la situation. Il faut qu'ils arrivent à bien coordonner et à travailler et justifier, voilà, j'allais dire... Sinon, sur le plan structurel, d'autres propositions peuvent être possibles dans ce sens, des alternatives comme la création d'une commission spéciale, etc. Voilà. Par exemple. En tout cas, on retient qu'il y a quand même déjà beaucoup de structures qui travaillent sur le sujet. Tout à fait. Gandhi, et ensuite Dr Yeo. Rihanna, je pense que Blé Goudé a joué son rôle de leader de parti politique en tant que parti d'opposition. Je pense que bien avant lui, certains partis politiques ont déjà en fait dit quelque chose sur la situation. Aujourd'hui, c'est une question d'actualité. Il est sorti, comme l'a dit tout à l'heure Valentin, pour la forme. En fait, il n'y a rien de nouveau. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Dans le fond. En fait. Non, je me permets de. C'est pas ce que j'ai dit. Pour la forme. J'ai dit pour la forme. Un leader politique qui sort pour faire une déclaration, pour dénoncer un fléau, c'est à saluer. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, moi, ce n'est pas ma tasse d'été qu'on ait encore créé un parti, un ministère. Je pense qu'en ce moment-là, c'est vrai, on peut en vouloir au gouvernement parce qu'on s'est dit, bon, à un certain moment donné, on n'a pas pu prendre on n'a pas pris les taureaux par les cornes. Mais je veux dire, le Conseil national de sécurité a fait un travail remarquable sur cette situation. Elle a fait un constat et elle a fait des propositions. On a pris ce sujet-là, on en a débattu et à la suite, ce n'est pas parce que c'est nous qui l'avons peut-être voulu, à la suite, on a senti les lignes bouger. Charles Blé Goudé, en tant que leader de parti politique, il a dénoncé, ce qui est normal, il devait se faire entendre. Maintenant, à la question de pouvoir créer un ministère rien que pour l'orpaillage, vous n'êtes pas pour moi, ce n'est pas ma tasse de thé, je n'adhère pas. Bon, je respecte sa proposition. Mais ce que je veux dire, le Conseil national de sécurité a déjà fait un travail remarquable et au niveau déjà des propositions, il faut pouvoir mettre en application ce que les lois disent et ce que le Conseil national de sécurité a dit. D'accord. Voilà. Docteur Yeo, je sais que vous avez une réaction. Si vous permettez, j'aimerais vous prendre un dernier. Je sais pourquoi. Allez-y, Inès. Eh bien, déjà, je pense que dans la forme, on est tous d'accord que c'est une très belle sortie. Voilà, donc ça prouve que nos acteurs politiques ne sortent pas seulement quand il s'agit d'élections, de se faire élire, mais quand il y a des sujets qui touchent donc, la nation, ils réagissent. Et notamment, M. Charles Blé Goudé le fait bien. De le dire. Ensuite, il a dit beaucoup de choses qui est dans la vidéo, qui moi j'ai trouvé intéressant. Il a raison quand il dit que l'orpaillage aujourd'hui, qui n'est plus clandestin mais illégal, c'est un crime. Oui. Voilà quoi, c'est un crime contre la population, c'est un crime contre l'État ivoirien. Et les chiffres sont alarmants quand même quand on les entend. Là, je pense qu'il y a un document que M. Dr Yeo nous a partagé, notamment de l'USAID, que j'ai pris le temps de lire. Et les choses qu'on a vues à l'intérieur, c'est vraiment horrible. Une étude qu'ils ont menée en 2023 et ils ont allé sur 11 sites. Ils se rendent compte que 30% de l'or global donc, de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui le produisent et c'est illégal. Et c'est que sur 11 sites en 2023. C'est ce qui est écrit. En 2023. Donc, notamment quand on revient en 2026, imaginez-vous ce que c'est. Et déjà en 2023, on parlait notamment donc, entre 30 et 40 tonnes. C'était pratiquement à l'époque pareil que ce que l'État produisait. Et bon, il y a tout un système aussi pour évacuer, notamment il y a des endroits où en Côte d'Ivoire où c'est stocké, notamment on a cité Boaké, Boafli, etc. Et après ça passe au Mali, au Burkina, pour se retrouver finalement donc, à Dubaï. Ça veut dire qu'il y a tout un circuit qui est connu et qu'il y a un circuit qui est parallèle. Donc c'est vraiment, on est dans un état, dans un autre état. Tout de même, pour vous dire que c'est grave quand même. Ce n'est pas des petits montants dont on parle pratiquement de 1,6 milliard de dollars qui sont éparpillés par an. Donc, oui, Alban, une gravité de la situation qui justifie cette sortie de Charles Blé Goudé, qui s'insurge déjà contre ce fléau et qui fait des tentatives de proposition. Oui, je pense qu'en tant que citoyen, c'est de son droit et même de son devoir de s'indigner contre la situation qui prévaut. En tant que leader politique également. Oui, en tant que leader politique également. Et je pense que quand même, au niveau du branding, ils sont allés vraiment avec les moyens pour montrer à quel point la situation est grave. Mais j'ai bien envie de proposer au président Charles Blé Goudé la création d'un ministère, par exemple, de la lutte contre la prolifération des produits cosmétiques, le ministère de la lutte contre la drogue, le ministère de la lutte contre les paris sportifs, ainsi de suite. Enfin, tous les fléaux que la Côte d'Ivoire connaît, un ministère dédié, ce serait pas mal. Mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Peut-être créer un ministère de la volonté.
Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est juste une question de volonté. On sait que l'État en a les moyens. Hier, j'ai appris de certaines sources qu'il y a des drones qui ont été déployés pour traquer ces gens. Ça, par exemple, ce sont des choses qui se font juste avec de la volonté. Parce qu'on a vu pendant le défilé du 7 août que la Côte d'Ivoire a les moyens militaires, que ce soit en ressources humaines comme matérielles, on a les moyens. Ces gens ne sont pas plus forts que l'État. Cette situation dure depuis 2013. Il faudrait qu'on puisse on puisse taper du poing sur la table et puis l'arrêter. Donc, je félicite M. Blé Goudé pour l'exercice. Et je voudrais aussi emboîter le pas à M. Zawi concernant les députés. Aujourd'hui, nous sommes un pays où, malheureusement, nos députés ne servent qu'à être des députés. C'est-à-dire que, bon, voilà, il y a des journées solennelles où ils portent leurs écharpes, il y a de belles photos, et puis voilà. Des situations telles que nous en avons aujourd'hui, je les dénonce depuis hier sur les réseaux sociaux. Parce que ce que je déteste le plus chez des députés, ce sont les sorties opportunistes qui viennent juste apparaître comme des mesures cosmétiques juste pour montrer qu'en griffe, on travaille. Mais qui ne répondent pas forcément. Qui ne répondent pas parce qu'un député, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il plaide, c'est à l'hémicycle. Cette situation dure depuis 2013. Le rapport que le CNS a présenté, ça s'étendait de 2021 à 2026. Pendant tout ce temps, les députés ont eu le temps de pouvoir poser des questions à l'État, requérir des rapports pour pouvoir accéder aux chiffres, même mener des luttes sur le terrain ou même demander des enquêtes parlementaires, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a du mal à avoir comme chiffres, ce sont les barons. Comment est-ce qu'on arrive à avoir les barons? Est-ce que les députés ont demandé à ce que l'État puisse creuser pour savoir comment est-ce que le mercure rentre en Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'on arrive à vendre plus de 142 tonnes d'or produit de façon illégale? Comment est-ce qu'on arrive à vendre ça? Est-ce que les députés ont questionné l'État sur ça? Jamais ça n'a été fait. Actuellement, ils sont en vacances. Chacun est derrière son lit avec son community manager, font des posts sur Internet pour nous faire croire que. Alors, on n'est pas avec eux, donc on ne peut pas prétendre savoir ce qu'ils font. Mais en tout cas, il n'y a pas de communication faite sur la gravité du problème. Docteur Yeo, j'ai tenu à vous prendre en fin de tour pour que vous puissiez réagir sur les différents points énoncés. Donc, cette sortie déjà du leader politique, j'ai envie de dire, ces appréciations concernant les rôles des députés dans cette histoire. Et puis, pourquoi pas la création de ce ministère de la Volonté dont parle Alban Blanc? Alors, moi déjà, je félicite le président du COJEP, Charles Blé Goudé. Donc, c'est une bonne chose que pour des questions qui fâchent dans un pays, tous les acteurs puissent effectivement prendre leur bâton de pèlerin et qu'à travers les initiatives des uns et des autres, on puisse pouvoir effectivement parvenir à endiguer donc, le fléau. Ça, je l'entends. Mais ce que oui, le ministère, non, pour moi, il y a déjà une réponse aujourd'hui à travers tous les ministères impliqués. Il y a le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement. Donc, on ne va pas en créer un ministère en plus. L'autre élément, là où il dit qu'on est victime et puis on n'est pas tous coupables, je ne pense pas que sur ce plateau, on soit des opérateurs dans le domaine. Mais à un moment donné, on a compris donc la nécessité de porter la voix, de donner de la voix, effectivement, pour que les mesures soient beaucoup plus corsées. Et c'est là que j'ai envie de citer Yacouba Konaté, qui dans un article culte, en parlant donc des jeunes patriotes à l'époque, dit, de la génération Fessi, qu'il faut se méfier de la jeunesse qui, non contente d'avoir créé les Ouglous, s'amuse à défier l'ordre, elle pourrait lever une rébellion et puis pour l'endiguer, créer un mouvement patriotique. Blé Goudé était à Manchester au moment où la crise éclatait en 2002. Il n'était pas responsable. Mais parce que son pays était en danger, il a compris la nécessité de rentrer au pays pour effectivement mettre en place un mouvement patriotique pour contribuer donc à la riposte donc, du pays face au fléau. Aujourd'hui, notre pays est attaqué et c'est de bonne foi que des personnes taxent l'orpaillage de criminels. Donc la réponse, on peut ne pas être responsable en amont, mais la réponse doit être collective. D'accord. Alors sur la question des députés, moi j'ai vu une vidéo pas plus tard que ce matin du vice-premier ministre de la Défense qui était devant les sénateurs et qui a dit que la réponse ne peut pas qu'être militaire. Il faut que les sénateurs eux-mêmes, qui sont aussi des parlementaires, puissent pouvoir, dans leurs circonscriptions respectives, contribuer donc à la sensibilisation des populations et à la lutte contre ce fléau. Donc c'est dit qu'il y a des mesures déjà au niveau parlementaire, donc Assemblée nationale, Sénat, pour que par une action concertée,
on puisse parvenir donc à endiguer le fléau. D'accord. Il faut. Mais déjà, ça fait bizarre que ce soit les équipes. On va le laisser terminer. J'ai pas envie de Des mesures à venir, il n'y a pas de mesures pour l'instant. J'ai pas envie de personnaliser le débat, mais aussi la méconnaissance donc, du fonctionnement du Parlement ne doit pas nous amener à dire que rien n'est fait. Au Parlement, il y a souvent ce qu'on appelle les questions ouvertes, où effectivement un ministre est entendu sur des questions d'actualité, et puis il dit ce qui est fait en l'état. Si les parlementaires estiment que la réponse n'est pas à la hauteur donc, des attentes, naturellement, ils peuvent proposer, donc, que ce soit dans le cadre d'une proposition de loi, que l'État puisse pouvoir aller au-delà. Mais s'ils estiment que la réponse aujourd'hui, oui, elle est de nature à rassurer, naturellement, on évolue avec. La réponse rassure. La réponse rassure, est-ce qu'elle rassure? C'est intenable. Tu as dit tout à l'heure que les drones ont été sabotés. C'est intenable. Mais c'est intenable. Il n'y a même pas de question au gouvernement sur le sujet. J'ai bien compris. Sur l'orpaillage. Sur l'orpaillage, on parle de l'Assemblée nationale sur l'orpaillage. Parce que l'orpaillage illégal est un phénomène d'actualité. Et on va passer maintenant à une prochaine étape de cette discussion. On va accueillir notre invité, si vous le permettez. On va accueillir notre invité dans une atmosphère beaucoup plus respectueuse et digne des grands chroniqueurs que vous êtes. Merci beaucoup. Alors, notre invitée pour ce soir, c'est Madame Abassi Ange. Elle est directrice générale de Nissi Assurance. Elle va nous parler justement d'une offre, d'un produit phare de son entreprise. Bonsoir Madame Abassi, comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis de vous recevoir. Partagez. Vous êtes directrice générale de Nissi Assurance. On ne peut pas commencer ce débat sans vous demander de nous parler de Nissi Assurance. Alors, bonsoir à tous et merci de nous recevoir ce soir. Bonsoir madame. Alors Nissi Assurance, qu'est-ce que c'est? Belle question. C'est une société de courtage d'assurance et de réassurance qui aujourd'hui fait dans la gestion santé. Donc courtier en assurance et gestionnaire santé. Et cette entreprise-là a été créée en octobre 2019. Après 23 ans d'expérience en matière d'assurance, on s'est dit qu'il faut quand même mettre quelque chose en place qui a pas mal d'innovation. Alors, donc, l'innovation majeure chez Nissi Assurance, c'est Dr House. D'accord. Alors, Nissi Assurance est située à l'école Saint-Viateur, au rond-point de l'école Saint-Viateur à la Palmeraie. Il y a un autre bureau à San Pedro. Donc, nous avons un siège à Abidjan et un autre bureau à San Pedro. Alors, nous développons tout ce qui est assurance que vous entendez. On nous appelle le marché de l'assurance. Parce que chez nous, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez particulier, vous avez votre besoin d'assurance qu'on arrive à satisfaire chez nous. Très bien. Donc assurance des particuliers et assurance des entreprises, avec pas mal d'innovations. On y arrive tout à l'heure avec Dr House. Et justement, Dr House, aujourd'hui, vous le considérez comme le service phare de Nissi Assurance. Bien sûr. Pourquoi? En quoi ça consiste? Quelle est l'innovation derrière? Alors, Dr House, comme on le dit, c'est Dr Maison. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'un médecin chez moi, j'ai besoin d'un médecin en entreprise. Je ne me fatigue pas parce que je suis assurée chez Nissi Assurance, j'ai une carte d'assurance Nissi Assurance. Je peux commander un médecin au travail. Donc là, vous avez une émission ce soir, vous avez un besoin de santé, vous pouvez juste demander que le médecin se déplace. Donc Nissi Assurance aujourd'hui vous offre le médecin chez vous ou le médecin au travail. La maman étant au travail, il y a un enfant qui est malade à la maison, elle a simplement appelé son gestionnaire de santé. Ça sort de l'ordinaire, effectivement. Donc, vous appelez juste pour que le médecin se déplace à la maison. Vous travaillez tranquillement. Le médecin s'occupe de l'enfant. Il fait tout ce qui est prélèvement s'il y a besoin. Vous envoie les résultats et fait le traitement à l'enfant sans que la maman ait à rompre son travail ou sans que le parent ait à rentrer à la maison pour s'occuper de l'enfant. Donc, possibilité d'aller à l'hôpital. Et aussi, option 2, c'est appeler le médecin vers vous. D'accord. Et on est tenté quand même de se demander combien ça coûte. Parce que ce type d'innovation, quand ça paraît aussi bien, on se dit que ça coûte cher derrière. Ben, écoutez, c'est vraiment une réalité parce que ça existe déjà. Et Nissi Assurance by Dr House se passe très bien. C'est vraiment un élément qui est applaudi par nos assurés. Et ça n'a pas de coût supplémentaire. C'est juste que ça fait partie de votre option d'assurance santé. D'accord. Comme je l'ai dit, parce que j'ai une carte d'assurance santé, je bénéficie systématiquement de l'option Dr House by Nissi. D'accord. Et donc, si on n'a pas de carte d'assurance santé, si vous n'avez pas de carte d'assurance santé Nissi, désolé, on ne pourra pas vous rendre ce service. D'où la nécessité justement d'aller acquérir sa carte d'assurance. Oui, chez Nissi Assurance. Allez-y. Je me pose une question. En parlant donc du médecin qui se déplace à la maison, c'est quel médecin? Est-ce que là, par exemple, j'appelle un médecin de se déplace ou Nissi Assurance a déjà une banque de médecins? D'autres types d'hôpitaux, pour ne pas les citer. Alors, sur ce, j'aimerais bien préciser que Nissi Assurance,
Aujourd'hui, il y a 1700 centres de santé partenaires en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, que vous alliez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vous pouvez bien utiliser votre carte Nissi Assurance. Le service Dr House est développé ici dans le Grand Abidjan et également à San Pedro. Nous avons signé avec l'Ordre des médecins et c'est l'ensemble des prestataires sur lesquels nous avons mis l'accent sur Dr House qui se déplacent. Donc, ce n'est pas vraiment ce centre que vous avez cité là, Oui. mais il y a en plus des centres de santé qui accueillent tous nos clients en clinique, Oui. vous avez des centres particuliers D'accord. qui se déplacent à domicile. D'accord. Vous voyez? Donc, nous avons deux types de conventions. La convention aujourd'hui classique qui permet à l'ensemble de nos assurés de se rendre partout en Côte d'Ivoire et de se faire soigner. Et il y a une autre convention qui est dédiée au service Dr House. D'accord. Donc, c'est bien des centres de santé qui se déplacent chez vous à la maison et qui sont également partenaires de Nissi Assurance. Très bien. Valentin, vous avez une question? Oui. Madame Abassi, je suis très admiratif de votre parcours parce que vous avez été salarié pendant 23 ans. Exactement. Et vous vous mettez à votre compte et après vous allez aujourd'hui embaucher des gens. Vous avez fait le cycle. Donc bravo pour ça. Merci. Je suis curieux de savoir Nissi, ça veut dire quoi? Parce que parfois l'appellation d'une entreprise est tout un programme. Bien, Nissi, tout simplement, c'est un nom de Dieu. Vous dites l'Éternel est ma bannière. D'accord. Alors vous créez une entreprise, il faut bien que vous ayez un socle. Et ce socle-là de Nissi, c'est Dieu. C'est très joliment dit. C'est très, merci, très joliment dit. merci. On ne peut Je vous pas en prie. faire plus fort comme signification. Je vous en prie. Dandy. Bonsoir, madame. Bonsoir. En fait, j'avoue que je suis vraiment très heureux de vous entendre. C'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien dit. Merci. On dirait que c'est en fait si facile. Mais pour être un peu C'est plus votre prochain concret- client. Oui, bien sûr. c'est ce que- impérativement d'ailleurs. hein. Merci. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ceux qui sont en zone rurale? Parce que la plupart du temps, on sent que les centres de santé, c'est en plein milieu urbain. Pour ceux qui sont en zone rurale, nos parents, ceux qui sont éloignés, qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Alors, comme j'ai dit, Nissi Assurance, c'est la maison de tout le monde. Et que vous soyez, j'ai dit au nord, au sud, mais que vous soyez quelque part dans un village de Mankono, que vous soyez dans un village d'Aloa, et qu'il y a simplement un centre de santé pas loin de votre maison, ce centre-là est forcément partenaire de Nissi Assurance. Donc, nos parents qui sont au village, nos parents qui sont en campagne, ils pourront bien bénéficier de l'utilisation de la carte Nissi Assurance. Il y a un tarif préférentiel pour nos parents. Et chez Nissi Assurance, comme j'ai dit, c'est le marché de tout le monde. Donc, quel que soit le budget, on a pour habitude de dire, on ne laisse pas le client partir. Donc, on arrive à tailler une offre d'assurance en fonction de votre budget. Avec des facilités. Avec des facilités. Et donc, le parent qui se retrouve au village, le parent même qui est à Abidjan et qui a un budget modeste, arrive quand même à avoir sa carte Nissi et se fait soigner dans un centre de santé. Donc, dans les 1700 centres de santé cités, vous avez des centres publics, vous avez des FSUCOM, vous avez des PMI, vous avez des CHR qui sont partenaires de Nissi. Donc, chez Nissi Assurance, tout le monde arrive à se faire soigner. Comme on a dit, il y a de l'humain dans la façon de faire et de voir de Nissi. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la santé pour tous que nous avons mis devant pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux soins. Et c'est pour ça que nous envoyons un médecin à domicile pour dire que la santé de tout le monde, c'est l'affaire de Nissi. C'est vraiment divin. C'est vraiment Alban. divin. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Madame la directrice. Je vous en prie. Ma question, c'est relativement au délai. C'est-à-dire que quand on souscrit à l'assurance chez vous, à partir de combien de temps on arrive à bénéficier des services? Et puis, dans un cas d'urgence, quand on sollicite Dr House pour une prise en charge à la maison, dans un délai de combien de temps est-ce que le médecin peut arriver? Alors, concernant le premier c'est une volet- question à deux volets. À deux volets, bien Voilà. sûr. Pour le premier volet de votre question, effectivement, quand vous venez souscrire à un produit d'assurance santé, il y a un délai de carence. Et les délais de carence sont variables en fonction de la maternité, l'optique. Donc, du coup, il y a 9 mois pour prendre en charge la maternité. Vous avez 3 mois pour les soins ambulatoires. Donc, mais quand il s'agit d'une entreprise, là, c'est pour un particulier, c'est vraiment très, très exigé. Mais pour une entreprise qui a déjà été assurée, je pense qu'on arrive à faire fi du délai de carence. Donc, on arrive à ajuster en fonction du client. Sinon, par principe, en assurance santé, quand vous venez souscrire, vous avez forcément un délai de carence. Et après, c'est des choses qui sont négociables en fonction de votre statut antérieur. On arrive à vous aider. D'accord. Et le deuxième volet de la question? Alors, le deuxième volet, c'est... Le deuxième volet de la question, c'était de le savoir délai si j'appelle d'intervention. Dr House, le délai d'intervention. Donc, l'intervention de Dr House. En combien de temps est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'ils sont là? C'est un délai qui est vraiment très court. Est-ce que vous avez une estimation? Alors, nous avons des partenaires qui sont dans les 4 coins du Grand Abidjan. Et en fonction de votre station géographique, nous appelons le partenaire le plus proche de chez vous. D'accord. Donc, si je suis à Angré,
il y a forcément le centre de santé qui est, je vais dire, dans le rayon, qui va intervenir chez moi. Donc on est autour d'un délai d'une heure, de 2 heures? Moins que ça. Hein. Il arrive qu'on ait des médecins qui arrivent après 15 minutes en fonction de votre situation géographique, mais c'est vraiment un délai raisonnable. Hein. Je vais dire 15, 20, 30 en fonction d'eux. Mais ce n'est pas un médecin qui se trouve, je vais dire, du côté de Bassam, qui viendra vous voir. J'ai vu, rassurez-vous, le délai, il est raisonnable. Merci beaucoup. Oui, Madame Nadé, j'avais une petite question parce que j'observe que le produit phare, c'est Dr House. Dr House, oui. Il y avait un téléfilm américain avec un médecin atypique. Est-ce que ça vous a inspiré par rapport au nom du produit? Oui, ça nous a inspiré. J'imagine, d'accord. Okay, ça nous a inspiré, mais je dis... Valentin est passionné de branding, vous l'aurez remarqué à ses questions. Inès. Excusez-moi, si par exemple vous souhaitez avoir une aide-soignante à la maison de manière régulière pour un malade, est-ce que l'INSEE Assurance prend également ça? Il faut juste que vous ayez la carte l'INSEE Assurance pour bénéficier des services de santé. Donc, le médecin déjà qui arrive au départ, il arrive avec un infirmier ou une infirmière. Et quand il finit de faire son travail, donc de faire tout ce qui est consultation, et qu'il a besoin de faire un prélèvement, en général les médecins, ce n'est pas leur boulot, c'est l'infirmier ou l'infirmière qui fera le prélèvement. Et c'est cette infirmière-là ou l'infirmier qui viendra après faire tout ce qui est soin. Donc, je suppose par exemple que c'est un palu que vous avez. Vous aurez les résultats après, on va dire 20-30 minutes par WhatsApp. Il vous fera un commentaire et vous mettra les médicaments en ligne. Nous sommes digitalisés. Donc chez NICI Assurance, il n'y a plus besoin de prendre des bons physiques et de se promener dans toutes les pharmacies. Tout est sur la carte. Donc le médecin qui finit avec vous, qui a fait les prélèvements avec l'infirmière qui est partie, vous enverra les résultats par WhatsApp et ensuite mettra les médicaments en ligne sur la carte. S'il y a besoin de vous faire des soins, je veux dire des injections pour le palu et ainsi de suite, c'est l'infirmier ou l'infirmière qui reviendra chez vous. Si vous avez besoin de l'infirmier pour faire la deuxième, la troisième injection, ils viendront forcément parce que c'est dans votre contrat d'assurance NICI. D'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, où se situe exactement la garantie qu'apporte NICI dans le processus? Je m'explique. Déjà, il y a le point de la fiabilité de la prise en charge. Est-ce que si ça se passe mal, on va voir NICI ou on voit directement celui qui nous a pris en charge? Et le recours également, c'est-à-dire que clairement, si quelque chose tourne mal, à qui on s'adresse? Qui est responsable de cela? Est-ce que c'est NICI ou est-ce que c'est le partenaire de prise en charge? Là, on va parler de crédibilité. Ceux qui interviennent chez vous, ce sont des médecins inscrits à l'ordre des médecins. Et ils ont tous ce qu'on appelle une assurance responsabilité civile. Ce sont des vérifications que vous faites en amont. Exactement. Et comme j'ai dit, ce n'est pas Mme Yao, Mme Kofi, M. Conan qui viendront dire je suis médecin, je travaille avec vous. Ah non, c'est des médecins qui sont bien inscrits à l'ordre des médecins et qui travaillent dans des cliniques de la place. Il y a, c'est vrai, parmi nos prestataires, ceux qui sont constitués et qui font que la médecine à domicile. Et la première vérification, c'est de voir s'ils sont inscrits à l'ordre des médecins. Parce que c'est délicat. Donc, du coup, la question de la responsabilité reviendra à... C'est vrai que c'est un service, mais il y a un prestataire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce n'est pas le médecin embauché par NICI Assurance. C'est vrai qu'il y a une responsabilité, mais par derrière, vous avez... C'est comme la carte d'assurance que vous avez. Tout ce qu'il faut calquer, c'est que là, c'est le médecin qui vient à domicile. Donc, c'est l'hôpital qui se déplace. Donc, ça aurait été le même qui vous reçoit dans une clinique A, Y de la place. Oui. Donc, NICI garde en fait la même place en termes de responsabilité. Exact, vous avez tout compris. D'accord. C'est un prestataire qui se déplace aujourd'hui chez vous. Et celui-là, il est payé par NICI Assurance, écoutez, comme les autres, pour lesquels nous recevons des factures lorsque vous avez fait des soins dans les centres de santé partenaires de NICI. D'accord. Alors là, on parlait du produit phare de vos services d'assurance santé. Quels sont les autres services d'assurance dont vous disposez au sein de NICI Assurance? Mais dans le marché d'assurance de NICI Assurance, vous avez également l'assurance voyage. Nous sommes assisteurs également. Et avec l'assurance voyage de NICI, vous avez ce produit-là qui est aussi valable pour le parent qui part, je veux dire, le voyageur classique, qui va pour moins de 90 jours à l'extérieur du pays, et également pour l'étudiant qui va étudier à l'étranger. C'est bien ça. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment NICI. Donc, habituellement, vous avez une assurance voyage, c'est vrai, qui vous couvre, je veux dire, dans le domaine médical. Vous tombez malade à l'étranger, des suites d'une crise. Vous avez, c'est vrai, vous pouvez faire brandir votre contrat d'assurance voyage. Mais la particularité de NICI, c'est le délai de prise en charge. Je suis à Dubaï, je suis en France, je suis au Canada, je paie mes bagages systématiquement et je pense que dans les 2 heures qui suivent, vous avez tout de suite un retour de NICI. Donc j'informe NICI Assurance qui prend attache avec la compagnie aérienne, s'assurer que les bagages n'ont pas décollé d'Abidjan et qui sont perdus. Vous avez un remboursement par mobile money et qui est bien calculé par, je vais dire, 20 ou 20 $ par kilo. Vous avez peut-être la partie médicale. Donc j'arrive aux États-Unis, je tombe malade systématiquement. Vous brandissez votre contrat NICI dans n'importe quel centre de santé de votre rayon.
Et vous avez une prise en charge qui vient de Nissi Assurance et vous êtes pris en compte systématiquement. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des personnes qui sont encore sceptiques à souscrire à une assurance? Mais il n'y a même pas à réfléchir parce que l'innovation aujourd'hui de taille de Nissi Assurance est une réalité. Et ce que nous demandons à tous nos parents d'ici et d'ailleurs, parce que nous travaillons avec ceux de la diaspora également qui souscrivent pour le compte de leurs parents en Côte d'Ivoire, nous leur demandons de ne plus réfléchir. La santé aujourd'hui, c'est vital. Donc au-delà de l'assurance santé, vous avez Nissi Assurance située au rond-point de l'école Saint-Viateur à la Palmeraie, 07 47 41 57 87. Et vous avez également Nissi Assurance à San Pedro. D'accord. Vous avez des produits d'assurance adaptés à votre budget. D'accord. En particulier et entreprise, vous avez tout ce qui est produit d'assurance. Et un accompagnement humain sur mesure. Et vous avez chez nous, par exemple, vraiment, un call center qui marche H24. Très bien. J'ai oublié ma carte d'assurance à la maison. Je peux appeler Nissi Assurance et systématiquement, j'ai quelqu'un qui me prend en charge. OK, vous voyez ce que j'ai dit? Il y a pas mal d'innovations chez Nissi et c'est vraiment le bol d'assurance santé, particulier entreprise, vie et non-vie, que nous mettons à votre disposition. Madame Abbassi, j'ai envie de dire vive Nissi Assurance. Ah, vive Nissi Assurance, hein, vraiment. Madame Abbassi, on a été vraiment ravis de vous recevoir. Merci pour la clarté de toutes ces informations que vous nous avez données. Nous, on se retrouve tout à l'heure. Bravo, madame. De retour sur le plateau du Talk des vacances, juste avant de recevoir notre invité, nous étions en train de débattre de cette question concernant l'orpaillage illégal qui a fait susciter en tout cas pas mal de réactions, notamment sur ce plateau, vous l'avez entendu. On souhaite quand même continuer un tant soit peu la discussion pour permettre à certains chroniqueurs qui n'ont pas pu s'exprimer suite j'ai envie de dire, au récit donné par Dr Yeo de pouvoir répondre, partager leur avis. Et on va permettre à M. Valentin Zawi de commencer. Oui, non, deux choses. Je cru entendre de la part de M. Gandhi-Kué que nous ignorions le fonctionnement du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale. Non, je pense pas qu'il pense ça. On sait tous lire, on est en Côte d'Ivoire, on est tous allés à l'école comme dirait quelqu'un, donc c'est pas ça le sujet. Moi, j'observe personnellement, je peux me tromper, mais j'observe que par rapport à des situations assez préoccupantes, notre député, je l'ai dit, député, étymologiquement, ça veut dire envoyé. Ils ont été élus pour défendre nos intérêts, pour défendre les populations. Sur certains sujets de préoccupation nationale, voilà, on ne les entend pas. Alors, à quoi est-ce que vous jaugez le fait qu'on ne les entende pas? La communication qui est faite autour de leur position, la communication qui viendrait d'eux, ou le travail effectif qui se fait au sein de leur assemblée? Mais j'ai failli dire tout. Déjà, le fait qu'ils représentent des populations, il y a des situations, aujourd'hui, on devrait voir nos députés sur le terrain. Et les autorités ont demandé à ce qu'on fasse de la sensibilisation. Il faut qu'ils aillent rencontrer. Mais en même temps, autant le président de la République, il reçoit des informations pour bien gérer le pays, autant les préfets dans nos régions aussi reçoivent des informations des forces de l'ordre. Donc nos députés ont aussi les informations. Ce fléau dont on parle, ben, ce n'est pas issu d'une génération spontanée. On dit 2013, mais bien avant 2013, il y avait des allopailles, puisqu'on a dit que pendant la crise, dans les zones CNO, ça existait. Mais même autant du président Fauboigny, il y avait des allopailles, mais pas à ce niveau-là. Je passe sur le côté de l'historien. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où c'est dramatique. Moi, j'ai vu ce graphique-là qui prend la Côte d'Ivoire avec des trous de partout. Vous avez dû voir ça aussi. C'est choquant. Donc, il est assez grave. Et ce serait bien, j'entends que les députés se retrouvent en plénière ou à l'Assemblée pour parler, mais c'est des citoyens d'abord avant tout. Donc, un député aussi, il a le droit de se prononcer. Et pour chuter, même je peux encore admettre que les députés proches du parti au pouvoir, on ne les voit pas trop, mais c'est de l'opposition. C'est aussi leur rôle de donner de la voix. C'est ça qu'on parle. Et on n'a pas besoin d'être un spécialiste du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et le ministre Téné Barahima a bien fait de dire aux sénateurs, mais s'il l'a dit, ça veut dire que ce n'était pas là. Donc que lui, il le dise aux sénateurs, prenez vos responsabilités, allez aussi rencontrer les populations, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut vous avez la même lecture de Oui, j'ai la même lecture. Et pour répondre à Gandhi qui disait avant qu'on ne chute qu'il se demandait à l'idée de savoir les députés ont quoi à voir dedans. Déjà, je voudrais pouvoir répondre à M. Gandhi que les députés ont des prérogatives qui sont de proposer des lois, de contrôler l'action de l'État et aussi, ce sont des élus locaux. Ils nous coûtent cher. Les élus locaux, c'est-à-dire que chaque localité de Côte d'Ivoire a un représentant qui est le député. Toutes les questions portant sur
l'orpaillage clandestin, les députés sont les premiers représentants des différentes localités qui sont concernées. Oui. Chaque localité, aujourd'hui, je pense que selon les chiffres du CNS, on a plus de 30 régions qui sont touchées. Donc les députés de ces 30 régions représentent les populations qui sont concernées impactées par ces phénomènes-là. Rien n'a été fait. Quand je disais tout à l'heure que rien n'avait été fait, tout à l'heure, il m'a été souligné qu'en 2022, il y avait eu un débat sur la question de l'ajustement au niveau du code minier. Ça date de 2022. Alors, en 2022, quel était l'état des lieux? En 2023, on était à 1098 sites d'orpaillage clandestin détruits. On peut dire que tout allait bien, puisque j'ai entendu dire que si les députés n'ont pas réagi, ou bien s'ils n'ont pas trouvé nécessaire de faire certaines actions, ou bien de tirer les oreilles de l'État, c'est que les résultats étaient probants. Quand on arrive en 2026, c'est-à-dire 3 ans plus tard, on se retrouve à 8500 sites détruits. Donc ça veut dire que le phénomène s'est multiplié pratiquement par 8. Quand on se retrouve face à ce constat et que les députés et représentants des populations ne font rien, c'est-à-dire que quand je dis qu'ils ne font rien, je n'attends pas d'eux qu'ils fassent des déclarations. J'attends d'eux qu'ils fassent des propositions de loi, qu'ils convoquent, donc ils ne par font exemple, pas les représentants assez de selon l'État votre observation. pour questionner leur gestion, parce que justement, l'une des prérogatives des députés, c'est de contrôler la gestion de l'État. D'accord. Gandhi, vous souhaitez répondre à cela? Je voudrais d'abord faire des précisions en fait, sur ce plateau-là. On a 2 minutes pour clore. Je voudrais faire des précisions. Je n'ai jamais dit ici à quoi servait l'Assemblée nationale. J'ai été clair. J'ai dit le Conseil national de sécurité a fait un rapport. Et donc tu as dit... Je peux laissez-le terminer, laissez-le terminer, laissez-le terminer. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais il fait bien, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il faut qu'il assume ses propos. Il a dit que les députés n'ont rien à faire. On a seulement 2 minutes pour clore le sujet. Il n'y a pas quelqu'un qui assume ses propos mieux que moi. Il n'y en a pas. J'assume ce que je dis. Et je suis en train de dire, je dis que le Conseil national de sécurité avait fait un travail remarquable et qu'à travers ce rapport-là, des recommandations avaient été déjà faites. À cette question-là, je disais, que doivent faire des députés quand un travail est déjà bien fait? Qu'est-ce que doivent dire les députés? Quand un travail est bien fait, il faut l'applaudir. C'est quand il y a une faille que les députés peuvent pouvoir moins s'exprimer. Et je dis en amont, les députés travaillent parce que pour faire un rapport du Conseil national de sécurité, si on s'en tient du fait qu'il y a 31 régions, dans chaque région, il y a des autorités administratives, il y a des représentants, nécessairement le Conseil national de sécurité, dans son travail, discute avec ces autorités-là qui leur fait ce rapport-là. Comment est-ce que le vice-premier ministre qui est chargé de la défense saura ce qui se passe dans une zone? Il va pouvoir discuter nécessairement avec les autorités qui y sont. Et c'est ce que je disais. On ne parle pas pour parler quand on est dans une république. Quand il y a déjà des mesures qui sont prises, il faut les applaudir. Quand elles ne sont pas bonnes, c'est tout. Il s'est offusqué du fait qu'un député puisse faire une déclaration sur les réseaux sociaux. Je suis étonné. Je lui dis, mais attends. À l'heure de l'Internet, on peut communiquer. D'accord, voilà, on va permettre à Dr Yeo également de clarifier ses avis. Malheureusement, on n'a pas le temps de rebondir à chaque fois. Terminé. Que le code minier, quand même, en 2014, il a été voté par les députés, même si le projet vient de l'exécutif. De quel âge? Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'en termes de sanctions, la réponse n'était pas aussi efficace, l'amendement qui a été apporté en 2022, ce sont les mêmes députés qui ont adopté donc, le projet. Et je dis, mais pas plus tard que ce mois, on a abordé une question ici lorsqu'on a perdu un Jana Matabo, mais le député est sorti pour demander à l'État de renforcer donc, les moyens mis à disposition de nos forces de sécurité pour qu'effectivement la réponse soit beaucoup plus efficace. Donc il y a des actions qui sont menées. L'autre élément, c'est que chaque année, les ministres passent devant l'Assemblée nationale pour faire adopter le budget de leur ministère. D'accord. Et donc, naturellement, il y a des questions qui sont évoquées avec le ministre des Mines, avec le ministre de l'Environnement. Et je sais que ces questions ont déjà été posées à ces ministres sur l'orpaillage, justement, aujourd'hui, qui détruit notre environnement. D'accord. On dit que rien n'est fait. Et je n'ai pas du cadre réglementaire. C'est pas le si sujet. j'estime que... Non, il faut, à un moment donné, il faut arrêter. On n'a pas le temps de rebondir sur les sujets. Si le cadre sujets. réglementaire il est correct, ils font d'autres propositions, mais ce n'est pas forcément sur la loi. D'accord, très bien. Alors, moi, c'était en tout cas quelques minutes pour permettre à chacun de clarifier ses propos, parce qu'on vous entendait, vous bien débattre de manière passionnée. Vous avez eu l'occasion de le faire. On retient que chacun a son avis sur le sujet. Et sans plus tarder, on va accueillir notre invité. Il s'agit de Dr Rabé Liagro Charles. Il est enseignant-chercheur, linguiste et écrivain. Il nous parle ce soir de cet ouvrage Bagnon-le-Canignon, quand la vie de Joachim Djedje se raconte en chapitres. Bonsoir, docteur. Bonsoir, miss. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Déjà, comment allez-vous? Très bien, grâce à Dieu. Très bien. Parlez-nous de cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous amène à l'écrire? Je voudrais dire merci à Live TV de me donner l'occasion de venir parler de cet ouvrage biographique, Bagnon-le-Canignon. Alors, Bagnon-le-Canignon, d'abord, Bagnon, c'est l'actuel président du Conseil régional du Gord, élu 3 fois de façon successive. Et c'est une figure emblématique de la région du Gord,
Et il était bon qu'on en parle pour la transmission aux générations à venir. Voilà. D'accord. Inès, vous avez une question? Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Talk des Merci. vacances. Ma question, c'est vous présentez donc M. Joachim Didier Bagnon comme un modèle de rectitude et de loyauté. Je veux dire, dans son parcours, qu'est-ce qui justifie cette lecture venant de vous? La rectitude, déjà, s'assume hein, dans la vie de Bagnon à travers sa fonction de gestionnaire et de comptable. Et la loyauté, vous savez, le président Bagnon, il a été, du moins, il est très attaché aux valeurs du loufouettisme. Il est de Gagnois. Le président Laurent Gbagbo est aussi de Gagnois. Les deux sont de Ouagadougou. Et lorsqu'il était au pouvoir, le président Gbagbo, ils ont tenté de l'approcher, tout cela pour qu'il puisse travailler avec eux. Mais il a conduit tous ceux qui ont fait la démarche vers lui. Donc, il n'a pas regardé au gain matériel immédiat, mais il était plutôt attaché, il continue d'être attaché à des valeurs, à des principes. Et lui, ses valeurs, c'est l'oufouettisme. C'est cela, la loyauté dont j'ai parlé. Maintenant, pour ce qui est de l'engagement, il faut dire qu'il s'est vraiment investi de façon personnelle hein, dans la construction, dans le système éducatif. Justement, quelles ont été ces réalisations sur ce terme-là, puisque vous avez insisté sur ces actions en faveur de l'éducation? Oui, bien sûr. Il a fondé plusieurs écoles, plusieurs établissements scolaires, secondaires, universitaires, privés. Mais ensuite, à la tête du conseil régional du Gor, le conseil régional du Gor, sous le leadership du président Bagnon, est l'un des conseils régionaux qui mettent l'accent, un accent particulier sur l'éducation, donc sur la construction de bâtiments, d'écoles, de collèges de proximité. Aujourd'hui, à peu près 13 ans à la tête de la région du Gor, le président Bagnon a déjà fait construire un peu plus de 14 établissements dans la région du Gor. Et j'ai eu l'honneur de le représenter à une table ronde avec l'ASCAD, où les conseils régionaux étaient invités à présenter leurs travaux en rapport avec l'éducation. Et je puis vous assurer que lorsque j'ai présenté les réalisations du conseil régional du Gor sous le leadership du président Bagnon, eh bien, les membres de la salle n'ont pas arrêté d'applaudir. D'accord. Gandhi, vous avez une question? Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Gandhi. J'avoue que je suis originaire du Gor, donc je serai bien placé pour vous poser certaines questions, même si je vous crois sur un écran. D'accord. Bagnon le Canignon, j'ai lu l'œuvre, je sais que le Canignon, ça vient de la mère de son ancien patron, docteur François, qui a été son patron, pour l'expertise qu'il a apportée. Et vous, personnellement, c'est vrai que vous adhérez déjà à ça, mais comment est-ce que vous pouvez déjà vous-même le nommer? Forcément, le Canignon, vous avez d'autres qualificatifs pour le nommer, pour les qualités que vous avez connues à travers lui. Et Canignon, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent en BT? Donc la signification de Canignon et puis les autres qualificatifs que vous lui attribuez. En pays BT, le Canignon, c'est le brave homme, l'homme courageux, intrépide, téméraire, qui avance là où le commun des mortels passe par les sentiers du contournement. D'accord. Voilà. Donc, Bagnon, le Canignon, c'est un homme courageux. Lorsque vous parcourez l'œuvre, vous allez voir dans son parcours politique, il a été souvent de fois confronté à pas mal de difficultés, mais il a avancé, et comme je dis souvent, lorsque Bagnon a une idée dans la tête, même la foudre ne le fait pas reculer. D'accord. Et quels sont les autres noms que vous lui attribuez? Vous, personnellement? Non, personnellement, je peux dire que c'est un homme particulièrement généreux. D'accord. Particulièrement généreux. D'accord. Alban, vous avez une question? Bonsoir, docteur. Bonsoir, Acharavi. Merci pour cette belle œuvre que je voudrais bien découvrir. Merci. La question que je voudrais poser, c'est de savoir, en dehors du parcours du président que vous décrivez dans le livre, quel est le message que vous voudrez passer à la jeunesse? Le message, et c'est cela même l'héritage le plus solide que le président Bagnon laisse à travers sa vie, le message que je voudrais laisser, c'est que, en auscultant la vie du président Bagnon, les jeunes doivent comprendre que la réussite la plus durable se construit par l'effort, par l'abnégation et par le travail, qu'il faut éviter de tomber dans la facilité. C'est cela l'exemple que Didier Bagnon donne. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était important, je l'ai dit dans mes mots liminaires, qu'il fallait écrire pour que ça puisse servir à la transmission aux nouvelles générations.
D'accord. Votre livre parle d'une éthique de l'excellence et du patriotisme vrai. Est-ce que vous estimez que ces valeurs sont suffisamment présentes dans la vie publique ivoirienne aujourd'hui? Oh, malheureusement, non. Parce que, et c'est pour cela qu'il est important que, à travers les différentes régions dans notre pays, que nous puissions faire en sorte que nos grandes figures, comme celle de Joachim Guégué Bagnon dans le Go, parce que lorsque vous entendez le nom Go, ça rime avec Guégué Bagnon parce qu'il a plus de 40 ans de vie politique sur le sol du Go. Mais c'est pour cela qu'il faut écrire sur eux. Parce que les jeunes générations aujourd'hui n'ont pas suffisamment de repères. Or, ce genre de grandes figures qui ont investi leur vie, leur personne, leur intelligence dans la construction de l'humanité sont des exemples. Et lorsque les jeunes générations lisent cela, eh bien, ça ne peut que impacter, ça ne peut que les aider. D'accord. Certains considèrent aujourd'hui que Joachim Djedje Bagnon est trop âgé pour continuer à exercer des responsabilités électives. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, vous savez, j'en souris parce que souvent de fois, on se trompe. Dire que Joachim Guégué Bagnon est trop âgé et qu'il ne peut plus assumer des responsabilités. Mais il faut dire que dans nos traditions africaines, et singulièrement en pays BT, parce que le gosse, c'est ça, l'âge n'est pas une pathologie. La vieillesse, c'est un état. Ce n'est pas un défaut. Mais lorsqu'une personne est d'un certain âge et que cette vieillesse-là naît d'une vie de jeunesse et d'une vie d'adulte, puis a été exemplaire, eh bien cette vieillesse-là, loin d'être un défaut, elle devient le siège de la sagesse. La vieillesse de Guégué Bagnon est donc le siège de la sagesse, de la maturité selon vous. et surtout de l'expérience. Vous savez, l'expérience, ça ne s'achète pas dans un supermarché, ça ne se télécharge pas sur un smartphone. L'expérience s'acquiert et se conquiert avec le temps. par le travail et avec le temps. Et c'est cela que Guégué Bagnon... C'est pour cela que c'est important que, malgré son âge, que les autres figures apprennent de lui. Pour vous, c'est plutôt un atout finalement? Ah oui, bien sûr, c'est un atout. Gandhi, vous avez une question et à sa suite, Valentin. Ben, en fait, vous ne pouvez pas passer sur l'exemple que je ne vous parle pas de politique. Je sais que vous êtes vice-président du conseil régional. C'est ça. Il y a une critique au niveau de Gagnois qui dit, ou certains disent carrément que Djedje Bagnon n'a rien fait à la tête du conseil régional. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? Ben, cher ami, je pense qu'il faut être peut-être à la phase terminale de la cécité physique et peut-être même spirituelle pour dire ça. Pour dire que Guégué Bagnon n'a rien fait à la tête de la région du Go. Ceux qui le disent, est-ce qu'ils ont vraiment pris le temps d'aller sur le terrain pour constater? Regardez, très rapidement. Vous allez dans les différentes sous-préfectures. J'ai parlé tout à l'heure de 14 collèges de proximité. Les centres de santé qui poussent dans un endroit après un autre pour permettre que les populations puissent avoir de façon aisée accès aux soins de santé à partir de distances raisonnables. Les mètres cubes d'eau potable qui jaillissent chaque jour d'un endroit après un autre parce que le président Bagnon fait construire des forages, fait construire des pompes hydrauliques. Et tout cela, il désenclave les campements, les villages reculés. Il arrache donc ces villages-là de l'ombre des ténèbres. Mais si tout ce que je viens de dire appelle un investissement important, et ça, c'est beaucoup de choses. Donc, si ce que moi, je considère comme étant beaucoup de choses, les gens considèrent cela comme rien, moi, je serais bien curieux de découvrir dans le dictionnaire de ces personnes-là la signification du mot quelque chose. Et de toute façon, ils peuvent retrouver aussi certaines réalisations que vous avez comptées dans cet ouvrage. Bien sûr, en sorte d'épilogue, oui. J'ai mis là de façon très succincte les réalisations du conseil régional très sur le bien, leadership et ça répondrait à la question. Valentin, vous avez une dernière question? Oui, non, très rapidement. Je vous ai écouté, M. Rabia, avec beaucoup d'émotion parce que le monsieur dont vous parlez est tel l'ami intime de mon défunt père. Donc, je connais très bien la question que je m'en vais vous poser très rapidement. Au moment, avant, il était au PDCI. C'est ça. Et puis, en 2018, il y a l'éclatement. Qu'est-ce qui motive le patriarche à finalement aller au RHDP? Oh bon, mais on m'a souvent posé cette question et j'y réponds aussi avec beaucoup d'amusement. Vous savez, que ce soit le PDCI, que ce soit le RHDP,
ce sont les valeurs de l'oufouettisme. D'accord. À un moment donné, le président Bagnon a estimé que les valeurs que le président Houphouët a léguées à la Côte d'Ivoire étaient beaucoup plus exploitées au sein du RHDP. Et comme c'est le même oufouettisme, il est parti. Je vous ai dit tantôt que même son frère Babou Laurent avait souhaité qu'il vienne avec eux. Il ne l'a pas voulu. Or, en ce moment, Babou était président de la République. Donc, ce n'est pas le gain, comme certains veulent le faire croire, ce n'est pas le gain qui fait marcher le président Bagnon, ce sont ses convictions. C'est un homme d'engagement, c'est un homme qui est loyal, c'est un homme de vision et il marche. Et c'est ce que vous décrivez parfaitement, docteur Abbé, dans votre ouvrage nommé Bagnon le Canégon, qu'on peut retrouver dans les librairies de proximité. Et on invite nos téléspectateurs à se le procurer pour en savoir plus sur la vie de Joshua Chandjédjé qui est racontée en chapitres dans ce livre. Nous, on se donne rendez-vous pour demain, 18h30, dans le Talk des vacances. Bonne soirée chez vous.